Bonjour, c'est un nouveau programme que PNTV vous propose, un programme d'un tout nouveau genre. On l'a baptisé « C'est juste entre nous ». Vous en avez peut-être assez du discours tout fait, vous en avez peut-être assez de la langue de bois aussi. Et bien, ça tombe bien, ici vous êtes au bon endroit, on va vous donner de l'authenticité, on va vous proposer du naturel, du spontané, j'ose le dire, de l'humain aussi, du ressenti, de l'émotion. Avec une personnalité que nous allons recevoir, vous la connaissez certainement, mais vous connaissez son image. Qui est-elle vraiment ? Quel regard a-t-elle sur son passé, sa trajectoire professionnelle? Quels sont ses ressentis, ses joies, ses peines? C'est ce que nous allons voir en recevant tout de suite avec un grand plaisir Valérie Fournéron. Alors, je ne sais pas comment vous appelez. Est-ce que je vous appelle Valérie Fournéron, Valérie, Madame le ou la ministre? Normalement, ça devrait primer sur le maire et la députée. Alors, je crois que tout le monde, depuis, j'ai envie de dire toujours, que ça soit à l'hôpital, que ça soit ensuite dans l'univers politique, que ça soit dans l'univers de la lutte antidopage, que ça soit souvent dans les réunions publiques, tout le monde m'appelle Valérie, sans jamais manquer de respect. Et donc, finalement, je crois que c'est le mieux. Ça témoigne bien d'ailleurs de la relation que vous avez avec un certain nombre de Rouennais. Oui, ici, vous n'êtes pas le maire, vous étiez, sous ce mandat municipal, vous étiez Valérie, c'est vrai, je m'en souviens. Oui, je crois que mon prénom, est, effectivement, on parle de moi avec ce prénom que j'aime, qui correspond à une génération. Alors vous êtes un cobaye dans cette émission, tout simplement parce que vous êtes la première. Lorsque je vous ai proposé de venir dans ce premier numéro de C'est juste entre nous, je vous ai dit il va falloir qu'on parle de soi, il va falloir qu'on parle vrai, qu'on parle d'humain. Vous m'avez dit oui immédiatement. Je pensais devoir vous convaincre. Et en fait, vous m'avez dit oui, ok. Pourquoi vous m'avez dit oui? Est-ce que vous avez tout de suite compris peut-être ce que vous alliez devoir faire? C'est-à-dire peut-être forcer un peu votre nature? Qu'est-ce qui vous a fait dire oui tout de suite? Je crois que c'est justement parce qu'on a sans doute besoin d'avoir des émissions comme C'est juste entre nous, en ayant plus de profondeur, en allant chercher finalement derrière ce qu'on croit être des histoires linéaires ou des parcours qui sont toujours présentés comme des parcours soit politiques, soit professionnels, mais derrière il y a toujours des êtres humains. Et peut-être aussi, j'ai dit oui parce que je ne suis plus dans le parcours politique aujourd'hui. Oui. Et donc, je peux plus facilement peut-être parler simplement de moi. Vous pouvez vous autoriser ça, maintenant? Avec plaisir même. Et puis moi, c'est plus facile de le faire maintenant parce que sinon, j'aurais l'impression de faire votre campagne. Voilà, et ben c'est très bien, parce que ça serait compté dans les comptes de campagne, etc., les minutes qu'on va passer ensemble. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est... Donc là, on est en toute liberté, finalement. Exactement. On va j'espère, prendre en tout cas, cette liberté, cette sincérité, cette unité, j'ai envie de ça. Est-ce que vous pensez que si les politiques, dont vous avez fait partie un certain nombre d'années, communiquaient un peu plus sur ce qu'ils sont vraiment au niveau humain, est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose ou est-ce que finalement, c'est pas utile? C'est une question difficile parce que moi, je pense que les politiques, on les apprécie aussi parce qu'ils ont des qualités de relations humaines dans leur quotidien et dans leur parcours politique. Est-ce que ça veut dire pour ça d'avoir finalement à mettre sur le devant de la scène politique votre histoire personnelle? Ça, non. Alors, rappelons-nous, vous avez fait l'émission de Ruquier, on n'est pas couché. Lorsque vous y êtes allé, c'était quand même un peu pour parler de vous? C'était peut-être pour gagner des points d'image ou de notoriété? C'était sans aucun doute pour permettre à plus de personnes de me connaître et peut-être au-delà simplement de la ministre des Sports, celle qui portait d'autres passions, celle qui finalement a toujours un peu rythmé mes engagements, qui est la rencontre entre la santé et le sport outil de santé publique, et le sport sur ordonnance et le sport plutôt qu'une longue liste de médicaments. Donc tout ça, ça fait partie de mon quotidien et j'avais besoin de le faire partager, de faire partager du coup un peu plus de ce que j'avais dans les tripes, plutôt que simplement participer à un gouvernement, ce qui est déjà évidemment un honneur et une responsabilité, mais surtout au sport, on a parfois trop tendance à dire qu'on remet beaucoup de médailles, qu'on est beaucoup là pour les podiums, qu'on se déplace sur les compétitions, mais on peut aussi faire des politiques publiques du sport et en particulier en matière de santé, donc ça me faisait plaisir. On est là donc pour essayer de vous connaître un peu mieux, essayer de se faufiler un peu entre les interstices de l'armure, de la carapace que vous êtes forcément façonné pour traverser toutes ces années de politique. Je vous propose de regarder 2 minutes. On est allé tendre le micro aux Rouennais. On va voir si beaucoup vous connaissent moins, et on va voir ce qu'ils disent de vous.
Je vous propose de regarder ça tout de suite. L'ancienne maire de Rouen, ex-ministre des Sports. Je suis ici depuis, je sais pas, à peu près 7 ans et ouais, j'en ai jamais entendu parler. C'est l'ancien maire de Rouen, voilà, puis qui a été ministre des Sports. Bah écoutez, non, je ne connais absolument pas cette personne. Je sais que c'était l'ancienne maire de Rouen, mais je ne connais pas. Je ne connais pas du tout, même si j'habite à Rouen depuis 18 ans, je ne connais pas du tout cette personne. Elle est assez connue, effectivement. Madame Fornéron, bien évidemment, ça représente un personnage d'État, puisque, comme on le sait, elle a eu une fonction de ministre. Je m'intéresse pas vraiment à ça, donc je sais pas. Moi, j'habite Rouen depuis 2 ans. Et je ne connais pas Valérie Fornéron. Et du coup, c'est vrai qu'on l'a rencontrée, elle est assez gentille, mais c'est quand même quelqu'un d'unique, on va dire. Oh, c'est quelqu'un de très dévoué, ouvert aux autres, ça c'est sûr. Sur un plan local, je serais un petit peu plus réservé. Maintenant, elle s'occupe de l'antidopage. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on voit régulièrement dans les journaux, on lit ses articles. C'est une figure locale. Elle est très gentille et je sais pas comment expliquer ça. Et que j'ai connue comme étudiante en médecine, voilà. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle se sent pas au-dessus forcément, elle est vraiment simple en fait, c'est ça. Puis elle a du courage parce qu'elle s'est battue pour les gens, pour le sport, à la mairie également. Et je crois quand elle était ministre, elle a dû se battre aussi contre la maladie. Je pense que c'est une grande dame qui a du cœur et qui est très à l'écoute des personnes. C'est l'ancien maire de Rouen, c'est le ministre de la Santé je crois, et puis elle a été longtemps le médecin de l'équipe du FCR, il me semble. Oui, c'est vrai, elle ne fait pas trop parler d'elle, elle est très discrète. Alors moi j'ai eu le plaisir de la rencontrer quelques fois, donc c'est quelqu'un qui est très dans la relation, je dirais proche, qui s'intéresse aux gens. C'est l'image que j'en ai eue quand je l'ai rencontrée. Je suis incapable de vous dire ce qu'elle a réalisé à part être sous le gouvernement Hollande. Je vois une personne très dynamique, qui va de l'avant. Après, je ne la connais pas plus que ça, hein. C'est juste une image. Hein. Et qu'elle a participé au gouvernement de la France, je crois. C'est tout ce que je peux vous dire sur elle. Voilà. Très gentille, sociable, etc. quoi. Alors, Valérie Fornéron, je vous laisse réagir. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ouais, les mots les plus agréables de ceux qui me connaissent et de celles qui me connaissent, c'est sans aucun doute ce qui touche à la relation humaine, l'accessibilité, la simplicité. Je crois que j'ai essayé de jamais mettre de distance, voilà, quelles que soient les fonctions que j'ai occupées. Tant mieux si ceux qui me connaissent le reconnaissent. Est-ce que ça provoque une petite émotion quand on voit ça et quand on entend des gens qui pile poil sont dans le mille de ce qu'on a voulu faire et de ce qu'on a voulu être? Oui, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion quand j'ai vu mon ancien professeur d'anatomie en fac de médecine, tout début de mes études de médecine, s'exprimer ainsi sur moi, parce que c'est finalement lui qui m'a appris beaucoup de choses au départ. Je disais, finalement plaisant et générateur d'émotions, quand on fait ce métier, c'est un métier la politique, et qu'on donne tant, incontestablement vous avez beaucoup donné et vous donnez encore, et que quelquefois il y a une part d'ingratitude. Vous savez, quand effectivement il y a beaucoup de politique et que c'était mon quotidien, du lundi au dimanche soir, 365 jours par an, je disais à mes enfants qui étaient encore plus jeunes et qui ne comprenaient pas toujours bien, je leur disais, vous savez, la politique, sur 100, c'est 90 baffes et 10 bisous. Alors, il faut apprécier les 10 bisous. Bon, alors là, c'était plutôt des bisous. Alors, je vous promets, vous qui nous regardez, vous pouvez vous demander, ce sont vraiment les personnes qu'on a rencontrées. On a tendu le micro et voilà, ce sont toutes les personnes qu'on a rencontrées. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va dire à 90%, c'est plutôt positif et sympa. Donc, tant mieux. Alors, quelques points de repère. On va pas, votre vie, ce serait long, effectivement, jusqu'à présent. Oui, parce que j'approche de 60. Hein. J'ai pas voulu dire ça. J'ai pas voulu dire ça. Vous êtes né, tiens, vous me faites la transition, vous êtes né en 59 à Petit-Quevilly. Vous avez eu un doctorat de médecine en 82. Vous avez été député en 2007, maire de Rouen en 2008, et puis ministre sous le gouvernement Hollande, on s'en souvient tous, en 2012. Vous êtes originaire d'une famille, tous les Rouennais qui vous connaissent n'apprendront rien, une famille de tanneurs normands, la famille Apsir-Sevray. Votre papa était ingénieur, votre maman était pédiatre. J'ai retenu dans
toute la somme d'informations qu'on trouve sur vous, 3 éléments. Alors vous allez me dire, c'est bizarre cette espèce de petite collection. Je vous laisse réagir sur l'un d'eux. Vous avez fait du volley à haut niveau, vous adorez les 2 chevaux, et vous avez une relation, comment pourrais-je dire, intime avec la cigarette, ce qui est quand même assez bizarre pour un médecin sportif, un médecin du sport. Lequel de ces 3 éléments vous fait réagir ? Le volleyball. Le volleyball, parce que je pense que ça a construit beaucoup de choses. D'abord parce que je l'ai découvert, parce que la famille nombreuse en Bretagne, des frères et sœurs de mon père le pratiquaient quand on était gamin. On n'avait qu'une envie, c'était de jouer avec eux. Ensuite, quand j'ai été au collège, j'ai pu découvrir ce sport et c'est la première, finalement c'est à la fois le premier sport que j'ai fait, un sport collectif, et ça m'est resté. Oui. Le sport collectif, travailler en équipe, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu lâcher. Et puis ça m'a fait découvrir la vie associative, la force de la vie associative. Ensuite j'ai joué en club, j'ai joué à un bon niveau quand j'étais en catégorie jeune. Et puis ça m'a fait aussi découvrir une histoire qui est une histoire rouennaise, puisque en dehors du collège, moi je jouais à Saint-Dominique, j'ai joué au volleyball, au Rouen Volleyball, dans la MJC Rive-Gauche qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis ensuite à Mont-Saint-Aignan, j'avais déjà 3 enfants à l'époque. Et donc j'ai continué longtemps ce sport où mon surnom, vous ne l'avez pas dit parce que vous êtes gentil avec moi, c'était la serpillière. Parce que j'avais plutôt tendance à ramasser tous les ballons par terre. C'est aussi pour ça que je n'ai pas fait une grande carrière. Parce qu'on est assis aujourd'hui, mais tout le monde sait que je ne suis pas très grande. On passe aux éléments de votre personnalité. À propos de votre tempérament, de votre caractère, il y a celui qu'on perçoit par le personnage public, l'image, et puis il y a peut-être la vérité qui n'est pas forcément toujours en accord. Que diriez-vous de ce tempérament, de ce caractère qui est le vôtre ? Quel qualificatif vous utiliseriez pour le décrire ? Moi j'en ai, parce que j'ai questionné certains de vos proches, donc j'ai ma petite liste. Je crois que je lâche jamais rien et qu'on pourrait parfois avoir l'impression que je suis un peu dure. Or, je cache assez bien une sensibilité forte. Est-ce que quand vous dites dur et que je lâche rien, est-ce qu'on peut dire entêté ? Oui, on peut dire entêté. Ouais. Vous savez, quand on va trop loin en étant entêté, ça devient plutôt un défaut. Oui, on peut dire entêté. On peut dire surtout que j'aime bien, quand je me suis fixé des objectifs ou quand j'en ai pour les autres, j'aime bien qu'on les réalise. Donc voilà, donc ça peut être parfois, et puis parfois un petit peu de pudeur qui fait qu'on a l'impression que je suis dure. Mais en fait, c'est cette sensibilité que vous Mais cachez. c'est une sensibilité assez forte. C'est la carapace dont je parlais tout à l'heure, en fait. Ça, c'est vraiment... On pourrait dire de la pudeur aussi. Oui, la pudeur, la sensibilité. C'est pour ça que c'est un exercice pas très facile que vous faites aujourd'hui. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est... C'est un pas, c'est un pas. Vous dites, ben voilà, je parle de moi, j'accepte de parler de moi, et c'est pas trop douloureux. Non, pour l'instant, c'est pas trop mal parti. Bon. Vous avez déclaré, je n'aime pas le défi frontal, je préfère m'imposer par le travail. Ça vient d'où ce travail ? Quand on pose des questions sur les gens qui vous connaissent, vous dites, ah Valérie, c'est une bosseuse, c'est une bosseuse, c'est une bosseuse. Ce travail. Vous savez, quelquefois on dit on se noie dans le travail, quelquefois on oublie des choses dans le travail. Il n'y aurait pas un peu de ça ? Alors on peut être courageux, on peut être persévérant, d'accord. Mais quand on va à cette masse de travail, à cet entêtement dans la besogne, est-ce qu'on ne fuit pas quelque chose ? Je ne suis pas psy, Ouais, c'est une bonne question, mais c'est vrai que pour moi le travail, alors ça a commencé assez tard, parce que bon, je fais une scolarité qui n'était pas du tout exceptionnelle. Non, mais en médecine, il faut bosser. Mais voilà, alors j'ai commencé à travailler, toujours le même lien. Quand je me fixe un objectif, je mets les moyens pour y arriver. Et donc, effectivement, quand j'ai décidé de faire médecine, j'ai bossé comme une folle pour y arriver. Ça s'est plutôt bien passé, alors qu'avant, c'était plutôt très moyen. Et donc, le travail, c'est à la fois, une règle quand je veux obtenir quelque chose, mais c'est aussi, et je le mesure comme ça, en termes d'analyse, même si ce n'est pas très psychologique, c'est aussi un élément pour me rassurer. C'est-à-dire que je ne supportais pas d'arriver à des réunions, à des endroits où je n'avais pas préparé, travaillé, où j'avais l'impression que je pouvais être prise en défaut sur la connaissance du sujet. Et donc ça me conduisait effectivement à travailler. Question, est-ce que dans toute cette vie politique, vous ne pensez pas que si vous aviez introduit un petit peu plus de show-off, voire en compensation avec un peu moins de travail, ça aurait peut-être produit d'autres effets, peut-être positifs, mais alors vu par le prisme de la politique ?
Peut-être, mais on ne se refait pas. C'est pas un jeu, c'est pas une. Non, mais j'ai moi, pas de réponse. Hein. J'entends complètement. Je ne suis pas certaine d'en être capable. Ce que je veux dire, c'est est-ce que le fait de bosser, qui est une énorme qualité, on admire toujours quelqu'un qui connaît ses dossiers, est-ce qu'à un moment donné, le travail, ça se fait un peu dans l'ombre? Et quelquefois, en politique, il faut être un peu dans la lumière. Oui, mais je crois qu'on venait avec ses qualités, ses défauts, et que je ne me serais pas imaginé autrement. Donc, On passe au début de l'engagement politique de Valérie Fournéron. Valérie, je vous appelle Valérie, vous m'avez autorisé à le faire, et je fais comme tout le monde. On est en 95, date de la première élection d'Yvon Robert, et on parle de votre grand-père à cette époque-là, votre grand-père maternel, pour lequel vous aviez, je pense, un lien assez fort de l'affection, qui a, je pense, d'après ce que je sais, a inspiré aussi une partie de votre parcours. Et désolé de remettre ce souvenir, mais on est à l'inhumation de ce grand-père, et puis il y a 3 personnes côte à côte, je ne sais pas s'il y a une photo, mais je sais qu'elles y étaient, ces 3 personnes. Alors qui sont-elles? Il y a vous, à côté il y a Yvon Robert, et à côté encore il y a Antoine Ruffnac. Quelle photo de famille! Oui, on n'était pas l'un à côté de l'autre ce jour-là, bien sûr, mais ces 3 personnes étaient effectivement là, dont moi. Dans ma famille, on ne faisait pas de politique, du tout. On s'intéressait à la vie de la cité. C'est-à-dire qu'il y avait des débats, on lisait le journal, on regardait la télévision, on commentait l'actualité. Mes parents étaient très engagés dans la vie associative, continuaient à l'être très longtemps. Mais on ne faisait pas de politique à une exception près. Mon grand-père, donc maternel, Havrais, tout le lien avec Antoine Ruffnac, Havrais. Le lien avec maman le est Havre havraise, aussi, oui. Maman est havraise. Ça nous a juste petite anecdote, souvent fait sourire avec Édouard Philippe, puisque lui est né à Rouen, est originaire du Havre, et que moi, une partie de ma famille était havraise, et donc j'ai terminé à Rouen. Les destins se sont croisés géographiquement. géographiquement. Et on a pas mal travaillé ensemble quand on était mères tous les deux, on a même très bien travaillé ensemble. Mais je mets ça de côté pour répondre à votre question. Effectivement, donc il y avait une seule personne qui faisait de la politique dans ma famille, qui était mon grand-père maternel. Gaulliste, Chaban, qui n'hésitait pas, ceux qui avaient construit toute sa carrière seul, était parti tout en bas de l'échelle de la Compagnie française de raffinage à l'époque, et qui avait terminé ingénieur, qui avait passé 5 ans prisonnier en Allemagne, et qui avait, cette chevillée au corps, cet engagement public et cette envie de commenter tout le temps l'actualité. Et je me souviens de ce grand-père, bien sûr, avec qui je discutais, qui tous les matins allait acheter toute la presse, commentait la presse. Il y avait à l'époque beaucoup de courriers des lecteurs, et je me souviens de l'avoir vu énormément de courriers des lecteurs de mon grand-père. Et à la fin de sa vie, on a pas mal échangé sur la vie publique, et donc il était engagé auprès d'Antoine Ruffnac. Je me souviens des moments qu'il me racontait, où il se levait à 5 h du matin, prenait son béret, allait en car pour aller jusqu'à Paris sur des meetings politiques avec Chaban. Et tout ça, c'est le seul avec qui je discutais. Et donc, il m'était arrivé de voir Antoine Ruffnac avec lui. Et au moment de son décès, puisque lui était au RPR à l'époque, il faisait partie de l'environnement d'Antoine Ruffnac. Et donc Antoine Ruffnac a eu la gentillesse, le respect d'être à l'inhumation de mon grand-père. Et moi, j'étais déjà élu à la ville de Rouen, et Yvon Robert savait ce qu'il avait représenté dans mon engagement public. Voilà, c'est une histoire à la fois simple, mais qui montre que des hommes peuvent rassembler des histoires qui, à l'arrivée, sont des parcours politiques très différents. Et pourtant, avec ce terreau familial, cette famille bourgeoise, on va dire droite, centre-droite, le Canoë peut-être à l'époque, au niveau tendance, le gaullisme aussi, dont vous avez parlé et qui caractérisait votre grand-père, l'engagement pour vous s'est fait à gauche? Oui, alors c'est un petit peu caricatural quand on dit famille bourgeoise, parce que on va dire que mon père est d'une famille effectivement d'industriels de tanneurs, ma mère est d'une famille beaucoup plus simple, et mes parents, je veux dire, on a attendu des années, on a été 5 avant qu'on ait une première voiture. Enfin, c'était pas si simple, parce que mon père travaillait seul très rapidement, et donc c'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas une famille bourgeoise dans la construction de ma propre histoire. Et du coup,
c'est vrai qu'on s'est... ça a été parfois un peu incompris au départ de mon engagement à gauche. Mais pour moi, la solidarité aussi que m'avaient apprise mes parents. Maman a présidé l'association éducative en milieu ouvert, les enfants placés par la justice. Mon père était longtemps visiteur de prison. Donc on avait aussi, on pourrait dire, cette fibre démocrate chrétienne. Et à un moment donné, parce que j'avais la passion de ma ville, parce que j'avais la passion du sport, parce que j'avais envie d'être utile, et puis parce qu'elle avait confiance, qui s'était créée avec Yvon Robert. C'est parti comme ça. Je suis parti, j'avais pas de parti politique quand même quand j'ai démarré, mais je ne renie pas cette fibre de solidarité, de valeur de gauche que j'aime. Et à un moment, tout s'accélère. Oui, tout s'accélère parce que là on enchaîne. On est adjoint au sport, assez loin dans le classement si je puis dire, des adjoints, on devient premier adjoint. Traditionnellement, quand on est premier adjoint, on sait bien, c'est qu'à un moment donné, on devrait arriver dans le fauteuil de maire, c'est bien ce qui s'est passé. Et puis on arrive ministre. Alors évidemment, ministre, ça nous interpelle. Il y a quand même une fierté de tout un chacun ici. Bah oui, Valérie Fourniron, la maire de Rouen, la fille du coin, devient ministre. Qu'est-ce qui se passe ? Ça nous interroge tous. Qu'est-ce qui se passe au moment où la décision se fait? Alors, est-ce qu'elle se fait par un coup de fil qu'on reçoit un dimanche soir à 22h? Il se passe quoi là, à ce moment-là quand on se dit « ça y est, je vais être ministre » Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout de suite, pour vous, grand honneur, grande fierté, ou bien, disons-le, peut-être la trouille, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est quoi ce mélange de sensations qu'on a? Donc, qu'est-ce qui se passe en pratique? Pour moi, c'est un coup de téléphone. Un dimanche soir à 22h? Non, une demi-heure avant l'annonce du gouvernement. Ouais. Une demi-heure avant l'annonce du gouvernement, c'est un coup de téléphone. Ministère des Sports, de la Jeunesse, de la vie associative et de l'éducation populaire. Voilà. Alors c'est vrai que campaient à l'extérieur de la mairie depuis le matin quelques télévisions. Donc bon, j'étais annoncée comme potentielle, mais enfin, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été annoncés comme potentiels et qui n'ont jamais été ministres, et d'autres qui attendent toujours. C'est comme ça à chaque constitution de gouvernement. Donc immédiatement... Mais à ce moment-là, au moment flash, où on sait que ça y est, on l'est. J'ai attendu avec mon fils aîné dans mon bureau une bonne partie de l'après-midi, puis après il travaillait les parties. J'étais toute seule dans mon bureau quand j'ai reçu ce coup de téléphone. Voilà. Je l'ai vite partagé avec ceux qui étaient autour de moi dans les bureaux d'à côté, mais beaucoup de... Non, pas de peur. Pas de peur de ne pas être à la hauteur. Non, mais sincèrement. Non, pas de peur de ne pas être à la hauteur, parce que j'étais sur un champ où je pensais vous pouvoir étiez dans être votre utile, domaine et de j'étais dans compétences. mon domaine de compétences. Mais le fait d'affronter ce nouvel univers qui n'a rien à voir avec l'univers de la municipalité rouennaise quand même. Rien à voir. Ou de la députation. Rien à voir, mais ce jour-là, vous ne le savez pas encore. Ça veut dire que le pire est à venir. Non ? En tous les cas, on n'est jamais préparé. Moi, c'est la conclusion que j'en ai aujourd'hui. On n'est jamais préparé à être ministre. Vous pouvez avoir l'impression, je suis député, maire d'une grande ville, je commence à avoir un peu d'expérience, un peu de bouteille, j'ai travaillé sur la campagne, sur ces sujets-là. Mais tout est différent. Tout est différent. Et donc, non, on n'est jamais préparé à être ministre. Vous arrivez dans un monde où les repères, vous ne les avez pas, les codes, vous ne les avez pas. Les a pas. Et personne ne vous les a appris, finalement. Et je me souviens, il y a une seule personne qui est partie avec moi à Paris, dans mon cabinet, c'était mon directeur de cabinet à Rouen. Et je me souviens qu'au bout d'une semaine, on s'est regardé, on s'est dit, on a tout à apprendre. Vous avez en tête ce que Roselyne Bachelot a dit de vous à une époque concernant vos capacités présumées qui auraient pu être supérieures à celles d'un éventuel ministre des Sports? Oui, elle a dit, alors écoutez, je l'ai retrouvé dans la presse, elle aurait dit, alors je vais le mettre au conditionnel, vous allez me dire si c'est vrai, elle aurait dit de vous, Valérie Fourniron aurait pu être ministre de la Santé, elle mérite mieux que de faire la groupie au bord des stades. Oui. Alors ça fait un peu petite phrase, mais... Je me souviens très bien de cette phrase de Roselyne, qui j'ai des relations très, très simples et amicales. Un regret de ne pas avoir été ministre de la Santé ou de ne pas avoir pu l'être? Non, pas de regret, je crois que ça s'est pas pas de regret, regret, voilà. ça s'est pas fait, mais j'ai fait avancer les sujets santé-sport, voilà. Et donc, je suis allé au bout de ce que je souhaitais. C'est une chose que je laisse encore et qui me semble importante. On passe à une tranche de vie un peu plus personnelle. Valérie, il y a brillant parcours, vie professionnelle qui force le respect. Tout semble aller pour le mieux.
et pourtant il y a quand même une part d'ombre. Il y a un moment donné dans votre vie où vous avez dit « c'est le seul moment où j'ai eu envie de tout lâcher ». Je suis désolé d'aborder cette question, où on peut se demander si le temps qui passe amoindrit la douleur d'une mère. Mais pourquoi je l'aborde ? Parce que je pense que je ne ferais pas mon travail de journaliste si je ne l'abordais pas. Et puis, la notoriété, le fait que vous ayez la chance, finalement, entre guillemets, de pouvoir vous exprimer devant les médias, peut peut-être dire beaucoup à certaines personnes qui, comme vous, ont vécu cette chose-là. Est-ce que le temps amoindrit la douleur d'avoir perdu un fils ? Non, la blessure, c'est la blessure d'une vie, donc... Vous avez parlé de souffrance de merde à une époque. Oui, c'est la blessure d'une vie et chacun dans une famille, mon mari, mes 3 autres enfants, chacun la vit d'une façon différente, mais c'est toujours une blessure et c'est vrai que dans ces moments-là, on a envie de se refermer et de se refermer sur sa cellule familiale, justement. Tout à l'heure, précédemment dans notre échange, quand je vous disais le travail, quand on se noie dans le travail, bien sûr, je pensais à ça. Évidemment, je pensais à ça. Est-ce que c'est une part de l'explication d'avoir voulu oublier un peu ça ? Chose qu'on n'oublie jamais, de toute façon. Non, c'est pas une... Enfin, oui, c'est peut-être une fuite, mais ce qui a été... Enfin, pour moi, le fait de continuer, ça a d'abord été une décision collective avec mes 3 autres enfants, c'est-à-dire que... Vous n'aimez pas qu'on vous en parle. Et moi, je me suis demandé si je m'autorisais à vous en parler. En même temps, je veux dire, c'est la vie. Enfin, c'est la vie. Oui, bien sûr, il y a d'autres... Qu'est-ce que vous diriez ? D'autres le vivent et il y a des parents qui drames, peut-être nous regardent et qui ont vécu ça. Vous auriez envie de partager quoi avec eux ? Leur dire... Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Quelque chose de profond qui vient de vous ? Moi, les mots sont toujours insuffisants pour exprimer au moins, ils disent quelque chose. Pour exprimer des douleurs de parents, mais ces douleurs doivent aussi conduire à dire que d'autres, peut-être ont encore besoin de nous et qu'il faut aussi les accompagner, chacun dans ses engagements, quels qu'ils soient. Bon, merci d'avoir accepté d'échanger sur ce point, parce que c'est pas facile. En même temps, moi je suis persuadé que ça ne doit pas rester qu'un sujet tabou, même si le sujet est difficile. On passe, allez, on se reprend et puis on regarde devant. Ça fait 18 ans cette semaine. Ça fait 18 ans cette semaine, oui. La politique, elle a forcément une fin. On va laisser de côté la vie de ministre qui s'arrête, la difficulté que ça a représenté pour vous. Et puis, on va plutôt regarder devant et voir maintenant ce qui vous attend et ce qui vous occupe. Alors, vous l'avez dit, 60 ans, il n'y a pas de secret. Pas encore, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, l'année prochaine. Vous avez la vie devant vous. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous êtes très impliqué toujours dans la lutte antidopage. Vous allez régulièrement à Lausanne. Alors, il faut que je vois parce que je me souviens jamais du nom de cette International Testing Authority ou Agency. Mais il n'y a pas que ça. Forcément, dans toute cette vie qu'on vient de balayer, mais vraiment très très rapidement, vous avez, sacrifié forcément votre famille, en tout cas une partie de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, c'est la revanche positive ? En tous les cas, c'est un nouvel équilibre, bien sûr. Vous êtes grand-mère 3 fois ? Je suis grand-mère 3 fois. Il faut s'en occuper de ces petits-enfants ? Oui, c'est un bonheur incroyable. C'est le statut de grand-parent, je l'attendais depuis longtemps. Donc vous rattrapez le temps perdu ? En tous les cas, j'ai du temps différemment et j'ai ce qui est un luxe que je connaissais peu finalement, qui est de faire mes choix d'agenda. De pouvoir dire non, d'avoir des soirées, d'avoir des week-ends. Ça vous est pas arrivé souvent ? Non, d'avoir des soirées, d'avoir des week-ends. J'ai à la fois la responsabilité, c'est vrai, de cette autorité internationale à Lausanne. J'ai à la fois un rôle d'administrateur délégué à la santé, au sport, à la Matmut, parce que moi, je veux garder ce lien avec mon territoire. Quelquefois, les gens, quand ils parlent de la lutte antidopage internationale, me disent « Mais est-ce que vous allez quitter Rouen ?» Mais non, je suis toujours là parce qu'il y a aussi cet attachement au territoire. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagée sur ces responsabilités à la Matmut. Et puis, j'ai ce quotidien qui a considérablement changé parce qu'il y a moins de contraintes d'agenda, il y a moins de... Est-ce que vous diriez que tous ces mandats politiques maintenant étant derrière vous, est-ce qu'il y a une sorte de soulagement d'une certaine façon ?
Non, il n'y a pas de soulagement. Non, je dirais pas J'ai qu'il y a dit un d'une certaine façon. Non, il n'y a pas de soulagement. J'ai jamais regardé derrière moi. Et donc, j'ai été battue aux législatives. J'ai considéré que la démocratie s'était exprimée et que j'avais encore le temps, effectivement, d'écrire peut-être une 3e page ou une autre page de ma vie. Il y a eu la page médecine du sport, page politique. Eh bien, il va y avoir une page peut-être, si je reste en bonne santé, ce que je suis maintenant, il va y avoir une page qui sera peut-être un peu plus équilibrée entre l'engagement sur le territoire, le temps familial. Et ça, c'est vrai que c'est du bonheur. Et bon, l'engagement quand même, encore sur la lutte antidopage internationale, qui m'occupe quand même. Pour caractériser votre parcours, il y a une phrase là que j'ai trouvée et qui dit quelque chose, entre guillemets, du luxe qui a été le vôtre. Je l'ai bien mis entre guillemets, le luxe. Vous avez eu la chance à la fois de choisir votre parcours, à la fois d'avoir des propositions et en même temps de savoir choisir des opportunités. C'est pas donné à tout le monde. Non, ça fait beaucoup pour une seule personne. Oui, c'est pour ça que je parlais d'une forme de luxe. C'est une chance et j'ai quelques sollicitations autres même que pour l'instant j'ai refusées. Donc c'est vrai que c'est une situation, on va dire, agréable. Voilà, il me manque encore quelques trimestres de cotisation retraite et donc j'ai le bonheur de pouvoir un peu choisir ce que je peux faire et puis de choisir de libérer du temps quand mes enfants en ont besoin pour leurs petits-enfants ou pour autres. On passe à la conclusion. La conclusion, elle est rapide, Valérie Fournéron. Le 23 juin 2018, on est dans les salons de l'Hôtel de Ville, à Rouen. Le président de la République, François Hollande, vous remet les insignes de la Légion d'honneur. Et Paris-Normandie, dans ses pages, commence son article en disant « Pour Valérie Fournéron, tout a commencé dans les années 90 en politique et tout s'est terminé à Rouen 25 ans plus tard. La politique, c'est vraiment fini ?» Oui. La politique, c'est fini. On se demande toujours, hein, avec les gens qui ont eu autant de mandats, on dit toujours que c'est jamais fini. Oui, mais moi j'ai pris une décision, qui a une décision à la suite d'un résultat démocratique. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire une autre page différemment. Le plaisir est ailleurs. Oui, et puis, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas interrogée un peu comme la vieille sage. Hein, voilà, la vieille sage qui peut apporter une réflexion, une contribution. Bon, mais je crois qu'il faut, il faut aussi savoir écouter, reconnaître et écrire autre chose aujourd'hui. Pour la conclusion de la conclusion, je vous propose une citation du philosophe Alain, dont je sais que vous l'aimez beaucoup. Désolé, c'est peut-être un peu facile parce qu'on sait qu'elle vous plaît beaucoup. Je vous laisse la dire. Aimer. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Ouais. J'aime beaucoup cette phrase que j'ai prononcée plusieurs reprises quand on fait des mariages à l'hôtel de ville, bien sûr. Mais je l'ai prononcée aussi en conclusion de mon discours, comme on dit en réponse, au moment de ma remise de Légion d'honneur, pour dire que tous les gens qui étaient dans cette salle et qui avaient accompagné mon parcours dans leurs responsabilités respectives, et la ville de Rouen, ben, je les aimais tous parce qu'ils avaient enrichi mon parcours tout simplement. Aimer, c'est trouver sa richesse en dehors de soi. Oui, c'est une très belle phrase. Merci beaucoup, Valérie Fournéron. Merci d'avoir fait cet effort. J'espère qu'il n'a pas été trop douloureux. En tout cas, vous l'avez fait en toute simplicité. Ouais. Vous nous avez donné de l'authenticité. Et c'est vraiment ce qu'on aime dans C'est juste entre nous. Puis de toute façon, c'est pas grave parce que c'est vraiment juste entre nous. Merci. À bientôt. À bientôt.